Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque soir à 17h en direct via vos box si vous nous suivez sur Bismart TV. En replay bien sûr du lundi au vendredi à consommer sans modération via bismart.fr et en podcast à retrouver sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Chaque troisième vendredi du mois, c'est jour d'échéance sur les marchés, une échéance même trimestrielle en ce mois de septembre 2023 et les trois sorciers de Smart Bourse sont donc convoqués en cette période de rentrée avec une semaine positive pour les indices actions, notamment en Europe. On a vu un rebond se densifier un petit peu peut-être depuis les annonces de la BCE hier jusqu'à aujourd'hui et un CAC 40 qui est revenu au contact des 7400 points. C'est même un niveau qu'on aura franchi en séance aujourd'hui. Le CAC et les indices européens qui restent quand même sur une trajectoire positive en cette fin de séance, même si la hausse se dégonfle un petit peu maintenant que les expirations de produits dérivés sont derrière nous au cours de cette journée. Les trois sorciers donc pour tout comprendre de cette échéance et balayer ensemble les enjeux techniques du moment sur les marchés. Des marchés qui prennent acte du réveil chinois. Alors attention, c'est un réveil qu'on attend depuis longtemps. Beaucoup l'ont anticipé sans doute un peu trop tôt. Les dernières statistiques officielles en provenance de Chine laissent entendre une stabilisation de l'économie chinoise au cours de l'été, au cours du mois d'août qui donne un peu de grain à moudre. On le voit aujourd'hui au marché avec notamment le secteur du luxe. Vous aurez les détails dans un instant avec Sybille Aoudjan. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque troisième vendredi du mois après les trois sorciers, nous avons rendez-vous avec le Café de la Bourse. Louis Yang sera avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse, pour nous expliquer les bonnes étapes à respecter quand on a 10 000 euros par exemple à investir sur les marchés boursiers. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés. C'est Sybille Aoudjan qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. Sybille avec un CAC qui poursuit son rebond de fin de semaine. Oui, après avoir été soulagé par les annonces de la BCE hier, le CAC profite des indicateurs publiés par la Chine. Ce retour d'appétit pour le risque ramène le CAC à 7400 points. Un CAC et des indices européens aidés sans doute par la confirmation en provenance de Chine d'indicateurs macroéconomiques un peu meilleurs que prévu à la fin de l'été. Oui, au mois d'août, les ventes au détail ont progressé de 4,6% sur un an, selon les chiffres officiels publiés aujourd'hui par le Bureau national des statistiques. Une croissance plus rapide que celle de juillet et surtout au-delà des attentes des économistes. La production industrielle a également réaccéléré en août de 4,5% sur un an. Les chiffres tendent à confirmer que les mesures de soutien prises par le gouvernement commencent à porter leurs fruits. Et on peut imaginer que cela a permis des réactions de marché positives sur les indices européens à travers notamment quelques secteurs clés, Sybille. Oui, les valeurs de luxe rebondissent en tête du CAC, notamment LVMH, Kering, Hermès. De même, les titres d'ArcelorMittal et de Saint-Gobain progressent et Safran continue toujours de monter. Contre la tendance, Unibail-Rodamco-Westfield recule fortement de plus de 3%. Et pour sa deuxième séance, ARM progresse à nouveau après avoir clôturé hier sur une hausse de près de 25%. Un mot également de quelques statistiques américaines publiées encore aujourd'hui qui confirment toujours l'idée de la résilience de l'économie américaine. Oui, la production industrielle a augmenté de 0,4% en août après avoir progressé de 0,7% en juillet. Le chiffre ressort largement au-delà des attentes. La semaine prochaine sera rythmée par des décisions de nombreuses banques centrales, la Fed, la Banque nationale suisse, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon. Sera également annoncée la deuxième estimation de l'inflation de la zone euro. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé du jour sur les marchés avec Sybille Aoudjan qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. Les trois sorciers de Smart Bourse convoqués donc comme chaque troisième vendredi du mois pour une échéance trimestrielle de rentrée. Romain Dobré est avec nous en plateau, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.
Bonsoir Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Merci à Jean-Louis Cussac de nous accompagner pour ce rendez-vous mensuel. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Grégoire. Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade, évidemment, l'autre sorcier, le troisième sorcier avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Alors on n'avait pas suivi avec vous, messieurs, l'échéance du mois d'août. On n'avait pas encore repris le rythme de l'émission Smart Bourse. L'échéance du mois d'août se tenait le 18 août dernier. D'une borne à l'autre, j'ai envie de dire, Romain. On avait clôturé le 18 août autour de 7100 points, borne basse du range. Et on se retrouve un mois plus tard, en ce 15 septembre 2023, jour d'échéance, autour de 7400 points. Oui, on s'était même quitté au mois de juin et on est au même niveau. Donc on a fait le yo-yo pendant ce temps-là. Ouais, ça n'a pas changé depuis. Il y a un élément majeur qui a changé depuis entre ces trois échéances maintenant, celle du mois de juin, c'est la disparition complète d'intérêt en Europe. Sur l'indice Eurostoxx, la position ouverte, le nombre de contrats futurs, sur un an, c'est 4 millions de contrats. En août, de contrats ouverts sur ce futur. Sur 12 mois, quoi. Sur 12 mois. Ouais. La moyenne sur 12 mois du nombre de contrats, on rappelle que la position ouverte, le nombre de contrats futurs est susceptible d'évoluer. Un indice, c'est un éclaireur de tendance, on ne peut pas le négocier. En revanche, pour pouvoir le négocier, il existe des futurs, des contrats à terme. Ce nombre de futurs, pour que le produit corresponde à l'indice, eh bien, le nombre de produits, le nombre de contrats peut évoluer. Eh bien, il est passé sur une moyenne sur un an de 4 millions à 3 millions après l'échéance du mois de juin sur l'Eurostoxx. Et on n'a jamais reconduit cet intérêt, sauf depuis quelques jours pour les questions techniques, au moment de l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre. C'est parce que c'est l'été ou c'est un vrai creux en matière d'intérêt par rapport à des périodes estivales qui peuvent être toujours un peu plus creuses, justement, un peu plus vides? Il y a une idée de pic haussier, il y a une idée de saison, mais c'est beaucoup plus qu'une saison moyenne. L'intérêt peut être complètement ouvert. Par exemple, au mois d'août dernier, il y a un an, sur l'Eurostoxx, il y avait 4,5 millions de contrats futurs ouverts. On sait maintenant pourquoi, d'ailleurs, avec un short squeeze colossal qui s'est mis en place entre septembre, octobre et puis jusqu'au mois d'avril. Donc, non, justement, des vendeurs qui ont été coincés, qui sont repassés à l'achat probablement après un certain temps, mais qui n'ont pas reconduit leur position depuis ce moment-là. Donc là, on a un vrai hiatus sur l'Europe, et c'est la même chose sur le CAC 40. C'est pas autant le cas sur les indices américains qui, au contraire, ont reconstruit de l'intérêt depuis avril, mai, et qui ne se dément pas trop depuis, même si on ne trouve pas vraiment de relais. Et d'ailleurs, ça se traduit dans les cours récemment. On a en plus, dans ce phénomène-là, une baisse régulière et constante de la volatilité. Je pense qu'on y reviendra. Et on a même touché un pic sous les 13 aujourd'hui sur le VIX. Ça faisait depuis janvier 2020 qu'on n'avait pas vu ça. Je ne pense pas qu'on l'analyse de la même façon qu'en janvier 2020, même si on n'est pas loin des mêmes niveaux techniques. On n'a pas la même configuration. Et on a un ratio de couverture qui est relativement équilibré, mais avec un intérêt aussi bien moindre. Donc des opérateurs qui sont moins engagés. On peut se dire qu'on est relativement optimiste, voire en complaisance si on regarde le niveau de volatilité. Alors j'ai fixé arbitrairement à des niveaux sur le VIX, disant qu'on était en complaisance quand on est sous 15,40 sur le VIX, là à 13, voilà. Sous 12, on passerait en euphorie. C'est en tout cas des zones à partir desquelles on a construit des mouvements de retournement. C'est pas le cas sur nos indices, et quand on regarde le ratio de couverture, c'est plutôt un ratio équilibré, donc semi-optimisme, il n'y a pas d'alerte majeure de ce côté-là. Pourtant, un manque de décision qu'on voit flagrant, et là je vais surprendre personne, un manque d'intérêt, de relais dans un marché qui ne trouve pas de porte de sortie. Si c'était à court terme, et si ça ne datait pas du mois d'avril, ce ne serait pas très grave, ce serait une consolidation. Là, c'est autre chose, et il va falloir un catalyseur pour en sortir. On espérait un pic de volatilité baissière pour pouvoir redéclencher une impulsion. Elle ne se produit pas. Alors il y a ce petit mouvement technique d'hier. Moi, je le vois plutôt technique pour l'instant. Il devra demander à être confirmé. Si depuis début août, on ne formait sur le CAC 40 que des rebonds de plus en plus bas, hier, on a mis fin à cette séquence-là. Avec un volume un peu supérieur à la moyenne, 4 milliards, donc avec des volumes qui étaient plutôt de l'ordre de 2,6 milliards, 2,8 milliards précédemment. Mais on va avoir besoin de confirmer ça. Il y avait plusieurs conjonctions d'éléments qui jouaient là-dessus. Des valeurs anciennement fortes qui sous-performaient, je pense évidemment aux valeurs du luxe depuis quelques temps, qui étaient arrivées à des points d'entrée intéressants, Pernod Ricard, LVMH, entre autres. Et puis, il y a eu cette relative surprise de l'intervention de Christine Lagarde. Et lié à ça, le phénomène technique d'échéance des marchés dérivés, qui fait que quand on dépasse ou quand on
enfonce des niveaux techniques, en l'occurrence qu'on en a dépassé, eh bien ça accentue les mouvements et on a ce phénomène d'accélération. Et le marché s'est mis à tirer ce matin. On l'a vu pour aller chercher sur le futur 7460 points et corriger ensuite et glisser tout au long de la journée pour aller terminer à l'équilibre au moment de l'échéance autour de 7004 et un peu plus bas depuis, manifestement. Donc du technique beaucoup, de la spéculation, de l'arbitrage, pas beaucoup de fonds, pas beaucoup de prise d'initiative dans un marché qui est pour l'instant pas extrêmement lisible en Europe. Sur les marchés américains, c'est un peu différent. Peut toujours consolider un petit peu plus. Moi, je vois une explication tout de suite à ça, c'est qu'il y a des liquidités encore, du cash disponible. Et donc des opérateurs qui seraient prêts à rentrer mais qui ne veulent pas payer le prix fort, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire comme c'était le cas précédemment. Ouais. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'y a pas d'urgence dans le marché qui est déjà bien payé, et parce qu'il y a aussi des alternatives. Il y a du cash, il y a des monétaires disponibles qui donnent des rendements hyper intéressants. À ce titre, par exemple, si on regarde aux États-Unis, une entreprise sur des banques risquées entre guillemets, il y a des opérateurs qui ont des choses intéressantes à faire maintenant, puisqu'on a du 5% garanti, même pour une entreprise, sur des petites banques. Alors la Chase s'en fiche, si vous allez chez eux, c'est 0,80%. Donc ça, ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils vendent leur sécurité. La rémunération progresse très lentement quand même dans les grandes banques. Dans les grandes banques, eux, ils sont cool, ils ont récupéré beaucoup de clients, mais ailleurs, il y a des opportunités. Donc aller gagner 5% garanti ou aller sur des points hauts de marché, sur un risque de consolidation de 5 à 10%, pourquoi pas. L'alternative fait qu'on ne prend pas beaucoup d'initiatives et chez nous, c'est visiblement le cas pour l'instant encore, même s'il y a des petites choses qui se mettent en place. Je voyais le traditionnel 60-40 américain, 60% actions, 40% obligations. Il se fait dépasser en termes de performance par du 3 mois monétaire qu'on a roulé tout au long de l'année. Voilà. Non mais ça y est, effectivement, l'alternative, là, on arrive au moment de l'année 2023 où avoir fait du monétaire tout au long de l'année vous permet d'avoir une performance qui est supérieure à celle d'un 60-40 aujourd'hui aux États-Unis, notamment avec la correction obligataire qu'on a vue encore tout au long de l'été, qui a abîmé la performance du 60-40. Sur la situation de marché actuelle, au terme de cette échéance, Jean-Louis, la volatilité basse, toujours plus basse, et une logique de range qui reste en place depuis, je ne sais pas, on faisait le compte, depuis 6 ou 7 mois maintenant. Est-ce que c'est ça qui explique aussi que les intérêts s'épuisent en Europe, d'avoir ce marché borné, un peu boring? Il s'épuise l'intérêt parce qu'il n'y a pas trop de visibilité, c'est toujours pareil. Donc on s'est quitté il y a quelques semaines, on revient en septembre et on a le même niveau de marché parce qu'on a les mêmes sujets d'espoir, les mêmes sujets d'inquiétude, les mêmes questionnements. Que va faire l'inflation, que va faire l'inflation, comment va-t-on la modérer, etc. Enfin, va-t-on réussir, est-ce que les politiques monétaires vont réussir? Alors, c'est fou, parce que là, hier, il y a eu une bouffée d'oxygène, en effet, qui a été donnée par Christine Lagarde, surtout quand ils ont dit qu'il n'y aura pas d'hausse peut-être supplémentaire. Oui, ok. Et puis, aujourd'hui, il y a des membres qui étaient vraiment à dire qu'il n'y aura pas de hausse, et aujourd'hui, ils ont dit si, on n'est pas opposé à une hausse supplémentaire la prochaine fois. Du coup, les marchés rebaissent. Franchement... le marché rebaisse, les taux sont remontés, oui, mais le marché, il n'a pas rebaissé depuis hier. Par rapport, si vous voulez, à ce qu'il était à 14h, par exemple. Ah, d'accord. D'accord. Il a rebaissé. Okay. Et surtout, l'euro-dollar, on en reparlera, mais l'euro-dollar... On le savait depuis ce matin, les hauts qui sont sortis ce matin, c'est pas... Mais oui, d'accord, ok. Et l'euro-dollar, dans l'après-midi, a boosté tout d'un coup, il a boosté. Bon. Non, mais si vous voulez, globalement, un investisseur... Il se dit, les taux montent, donc il faut que j'aille faire des sociétés solides. Donc là, maintenant, si vous voulez, toutes ces sociétés sont chèrement payées tout de même. Même si, et je suis d'accord, LVMH est revenu en arrière de 20% sur des niveaux du plus haut de 2022, là. Donc, si vous voulez, c'est une figure, si vous voulez, de rachat, enfin d'achat sur repli. D'ailleurs, Bernard Arnault rachète toujours des titres via différentes sociétés comme Agache et compagnie. Bon, donc ça peut donner envie de le suivre. A priori, c'est pas... C'est pas une faute de racheter du LVMH. Il y en a déjà qui l'ont fait, visiblement, mais c'était après 19-20% de baisse en 2 mois, c'est pas une faute de racheter LVMH.
A priori, non, je pense. Non, mais En tout cas, c'est c'est vous mieux de l'acheter l'expert. Hein. maintenant qu'il y a 3 mois. Donc, Non, mais c'est intéressant. Il faut qu'on en dise un mot. C'est pas une valeur ou un secteur qui est en risque de perdre encore 20% partant de là, quoi. a priori, non. Non, mais Et puis là, vous avez parlé de la Chine tout à l'heure, Grégoire, en disant que la Chine se réveille un petit peu, etc. Voilà, tout de suite, dès que les news sont sorties, la vache a été ramassée. Tout le secteur, en effet, du luxe a été ramassé. Donc, on voit qu'il y a quand même un intérêt immédiat dès qu'il y a un news flow positif. Alors, sur le plan technique, moi, je trouve que la volatilité implicite n'est pas si basse que ça. Alors, en effet, elle est basse sur la période, mais dès que l'on baisse un petit peu, la volatilité implicite remonte très vite. ça remonte. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste dans la non-complaisance. Ouais, ok. Au mois de juillet, je disais, toutes choses égales par ailleurs, si on continue de baisser doucement, etc., peut-être qu'on aura une fragilisation en octobre. Bah oui. Alors, on s'en approche, et je me dis, c'est encore possible, mais il faudrait vraiment que la vol baisse, etc. encore. Moi, si vous voulez, la volatilité implicite sur le CAC 40, par exemple, pour qu'elle soit basse, il faudrait qu'elle soit à 11, et à 10... alors, tout à l'heure, tu as dit, à 10, c'est de l'euphorie. J'ai envie de dire, à 10, c'est parce que, en fait, souvent, il n'y aura pas d'euphorie, je pense pas, mais c'est, je ne sais plus quoi faire, alors je m'en dépoute. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez... Ça devient le trade mécanique, quoi. C'est-à-dire, on réfléchit même plus. Oui, ils se disent, je ne sais plus quoi faire. Donc, par contre, je suis acheteur. C'est ce qu'on avait vu un peu avant le Volmageddon, c'est ça, hein, c'était un peu ce phénomène-là de marché. Ce qui s'est passé fin 2019, un catalyseur, n'importe lequel, pouvait faire baisser. Bon, là, ça a été une autre chose, mais et on n'en est pas là encore, si vous voulez. Donc, on n'est pas dans l'idée de se dire, bon, de toute façon, si ça baisse, je suis acheteur, potentiellement comme je suis acheteur, je vais vendre des puts. Non, il n'y a pas ça en ce moment. Il y a toujours cette méfiance quand même, qui est là depuis des mois, des années même sur le marché. C'est pour ça qu'on est à 7003, 7004. C'est pour ça que ça ne baisse pas. Et elle est dans le discours, cette méfiance, en plus. Mais bien si on sûr, est un peu bien moins sûr. couvert qu'on ne l'était, elle est en revanche dans le discours, on le sent. Oui, Et bien donc, sûr. c'est pour ça que je parle de ce cash disponible en retrait, qui fait qu'on a moins besoin de se couvrir. Si on a plus de cash disponible, on a moins besoin d'avoir des protections de son portefeuille. On est prêt à acheter sur repli. Et c'est ça la différence par rapport effectivement à début 2022, où on était en haut de marché, tout le monde était investi et on se couvrait plus. Pas la même chose. Là, il y a du cash, on n'est pas à 100% investi. Il y a qu'à écouter les. On peut pas comparer le VIX ou la vol d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on connaissait début toujours à 2022. relativiser. Nous, on a été très clairs. On achète sur des replis jusqu'à potentiellement 7050. 7030 cassé, c'est le signal de retournement de tendance. Bon, voilà. Alors, on a approché les 7005, on a fait 7100 et quelques. Bon, moi, j'ai... En gros, entre 7105, autour de 7002, ça dépend d'où on vient, mais 7002, 7100, c'est la zone d'achat, et 7004, 7005, c'est la zone de vente. Oui. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose à rajouter parce que ça fonctionne. Donc, on continue. Et ça fait, Philippe, combien 7 mois que ça dure? Ah bah oui, parce que nous sommes le 15 septembre et le 15 février, le CAC venait d'atteindre les 7350. Voilà. Puis depuis, effectivement, on oscille 4% au-dessus, 4% au-dessous. Et puis c'est vrai qu'à tous les coups, on gagne. Vendre à partir de 7005, commencer à racheter à partir de 7150, on ne se trompe pas, ça marche bien. Voilà. Alors en ce qui concerne le VIX, effectivement... alors, je ne sais pas si la chose a évolué, mais c'est vrai que fin 2019, on a un VIX en dessous de 13, on a des taux à 0. Oui. On a un baril à $62. On a des perspectives de croissance, pas mirobolantes. Fin 2019, c'était pas génial, j'ai regardé. On était sur 2%. Bon. Les profits des entreprises... on venait de rebondir comme des balles après la tentative ratée de faire du quantitative tightening de fin 2018 et paf en 2019, la Fed a fait tout l'inverse, elle remet de l'argent, on imprime, on met les taux à 0. Voilà. Donc là, on a un VIX à 13 avec ses paramètres. Et pas de guerre, bien sûr. Voilà. En Europe. 3 ans plus tard, donc on a une guerre sur le sol européen. Les taux sont plus à 0, mais à 550 points ou 400 en Europe. Le baril n'est plus à $62, il est à 92.
On a des taux, mais on vous aurait dit fin 2019, les taux seront à 5,56 sur du 3 mois ou du 6 mois aux États-Unis. Les gens ont dit, mais c'est moins 30 sur le Dow Jones et moins 40 sur le Nasdaq. Voilà. Et aujourd'hui, on a le même VIX. Voilà, avec tout qui a changé. Donc je me dis, ou alors le VIX ne reflète plus la réalité, ou alors il y a quelque chose de magique, on peut le dire, qui le fait s'écraser toujours plus. Voilà. Alors après ça, quand la volatilité augmente, moi je suis ça comme Jean-Louis, c'est souvent parce que il y a tellement pas de volume que dès que vous avez quelqu'un qui a un petit intérêt acheteur ou vendeur, pouf, ça peut faire décaler très vite. Ça décale assez vite pour ces raisons-là. Bon, alors maintenant, là, on vient d'enchaîner je ne sais combien de séances à 1,2 milliard, 1,3 milliard. Volume sur le CAC ? Ouais, depuis la dernière émission qu'on a faite ensemble. Ouais. Donc on arrive à 17h35 avec les arbitrages, on arrive à 2,5, 2,6. Ouais. Okay. À 17h30, les vrais échanges, c'est 1,2 milliard, 1,3 milliard. J'ai le jour où on voudra éventuellement commencer à alléger un peu des portefeuilles parce que le VIX ne va plus aussi bien. Qu'est-ce qu'on fait dans un marché ? Je ne veux pas être insultant pour nos amis belges, mais 1,3 milliard en moyenne d'échanges en séance à Paris, c'est ce qui se faisait à la bourse de Bruxelles en 2010, grosso modo. Voilà où nous en sommes. Donc, est-ce que c'est encore un marché quand on a quasiment plus de volume ? Enfin, on a déjà eu ce débat la dernière fois qu'on s'est vu, mais ça a encore empiré depuis. Donc on verra bien. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Peut-être qu'un jour, le VIX va se reconnecter avec les paramètres de fin 2019, début 2020. Là, je pense que ça va être joyeux. Bon, sur LVMH, est-ce que le VIX c'est encore une bonne mesure ? Pourquoi il y a aussi peu de volume ? Ça reste une bonne mesure, mais le VIX il peut rester bas pendant très longtemps, pendant des mois. C'est un critère qui indique juste l'état d'esprit et qui est à justement, c'est ce qu'on essaie d'indiquer là, à relativiser par rapport à un contexte. Quand on arrive fin 2021, début 2022, en étant passé de 5005 à 7300 points sur le CAC 40 et que tout le monde pense que le CAC va à 8000 dans tous les consensus, on l'entend en tout cas régulièrement, que la volatilité est basse, que le ratio de couverture est passé de 2 options de vente pour une option d'achat à une option d'achat pour une option de vente, là, il y a un risque. Parce qu'on a eu un mouvement rapide, one way, etc. Quand le mouvement est identifié, tassé depuis longtemps, on sait qu'il y a des liquidités maintenant disponibles, puisqu'on a eu cette explication de la hausse de septembre à février-mars dernier, qui étaient des rachats de short, beaucoup de fonds qui ont été pris à contre-pied. On se demandait s'ils allaient rentrer sur le marché, ils l'ont fait. Et puis aujourd'hui, on arrive avec du cash, des alternatives, dans un contexte où, effectivement, donc la volatilité peut rester basse pendant longtemps. C'est un état de mesure et c'est un état, effectivement, dans lequel on peut être un peu plus prudent. C'est notre cas, par exemple, on considère qu'on garde une poche de liquidité, on est un peu moins investi, on fait un peu comme tout le monde, on se laisse il y a plus de risques aujourd'hui avec une volatilité aussi basse et ces niveaux-là, mais on n'a pas de structure qui a un an. Oui. Mais on n'a pas de structure de retournement baissière forte sur les valeurs, sur les indices. En revanche, sur certaines valeurs, il se passe des choses. LVMH. Et LVMH, c'est vraiment c'est un peu ma tête de turc du moment, mais enfin, c'est pas le but. Et combien de séances de baisse d'affilée de LVMH là ? Je sais pas, au mois de septembre, ça baissait tous les jours de 2% quasiment début septembre. J'ai vu au moins 5 ou 6 séances de baisse continue de LVMH. Malgré effectivement les rachats fin juillet de Bernard Arnault, autour de 800, 808. Ouais. Donc malgré ces rachats-là, ça a continué à baisser. Ce qui avait de quoi faire douter sur le mouvement. La figure de retournement qui s'est mise en place sur LVMH, elle s'est construite de janvier à août-septembre. Elle s'est déclenchée réellement fin août, début septembre. Donc c'est un monstre graphiquement d'épaule, tête-épaule, et dont elle a quasiment touché la cible déjà. C'était 705, la cible exacte, parfaite, graphique, avec un très gros support à 725,20. On s'est arrêté autour de ce niveau-là, et il y avait fort à parier qu'un rebond technique était possible sur ce niveau-là pour aller chercher aux alentours de 770, 73. Ça fait partie de la cible haussière qui a été atteinte aujourd'hui. On pourrait redonner les niveaux. Il y a un rebond technique qui est lié à un excès de baisse sur un secteur qui est une darling, mais qui est construit avec 10 bougies face à un mouvement en contrepartie qui a été construit sur plusieurs mois. Donc, qu'on rebondisse un peu,
on retrouve des zones d'intérêt. Tout à fait, 695, 720, c'est un niveau, 697, 725, c'est un niveau d'intérêt majeur sur le titre, effectivement, des tops de 2022. Et ça offre des points d'entrée. Mais on n'a pas de structure de retournement haussière qui indique qu'on aille rechercher des tops qu'on a vus au mois de mai-juin. Revoir LVMH, regagner son leadership, sa surperformance spectaculaire, c'est pas dans le radar pour l'instant. Dans le radar graphique. Alors effectivement, excès de baisse, oui. On rachète techniquement, prisme accentué par l'échéance technique des marchés dérivés, donc on repasse des niveaux, et puis élément nouveau, effectivement, d'amélioration sur la Chine. Et justement, je pense que ça, c'est un élément intéressant aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas l'avoir en portefeuille, mais qu'il faille la sous-pondérer. Et du côté de la Chine, moi, j'aime bien cette idée, que on n'est peut-être pas, le gouvernement chinois n'a peut-être pas extrêmement envie que tout reparte très vite, très fort. Je pense qu'ils ont constaté que une grande partie de la population avait pris un peu ses aises ces dernières années, il y avait beaucoup plus de riches, et que maintenir sous cloche et dans un environnement un peu moins inconfortable, ils savent faire. Quand ils veulent faire des mesures drastiques, ils le font. Pour l'instant, c'est des petites mesures et rien qui indique de signaux de retournement. Alors effectivement, il y a ce consensus extrêmement baissier sur la Chine, quasiment 100% à 100% pour Bank of America. Ça souvent offre des points d'entrée de contrariants et les marchés anticipent. Donc pourquoi pas? Mais on n'a pas de structure de retournement pour l'instant sur les indices chinois. Vraiment, j'ai un ticket pour essayer de trouver quelque chose. On l'a essayé pourtant plusieurs fois pour des petites portions du capital à titre spéculatif, etc. L'inconvénient, c'est que ça va très vite quand ça rebondit en Chine. Pour l'instant, il n'y a pas d'élément qui indique de retournement fort de ce côté-là. Et quand on a des baisses comme elles se sont produites sur LVMH, avec du volume comme ça a été le cas, des structures aussi lourdes, il va falloir du temps pour... c'est un mouvement puissant, je comprends. C'est un mouvement puissant. Et si il y a des paramètres externes qui viennent changer, effectivement, puissantes, pour le plan de soutien en Chine, etc., là, il y a peut-être d'autres... Oui, mais ce que vous dites, c'est le rebond technique qu'on a pu observer. Il est tout à fait légitime, naturel. Les points, les cibles ont été parfaitement respectés. Ça n'enlève rien à ces mois de figures de construction, de figures de retournement qui sont derrière nous. Non, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement noir ou blanc sur le secteur, mais moins pondéré, c'est sûr. Jean-Louis, il y a des valeurs qui se distinguent là, il y a des secteurs forts, des valeurs fortes, parce que c'est vrai que l'été a été un peu en dents de scie, dans cette logique de range, on voit que même quand on a un secteur aussi important que le luxe qui se met à sous-performer, on trouve des relais aussi d'autres secteurs qui réintéressent, qui intéressent à nouveau et qui permettent de tenir les indices dans ce range. Les intérêts sont très éphémères, je trouve, notamment sur les mid et small, par exemple. On n'a pas abordé le sujet encore. Mais oui, non, mais il y a, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Ouais. C'est vraiment beaucoup de spéculateurs qui sont sur ces dossiers. Les gérants sont très, très loin de cet environnement, je trouve, des mid et small, à juste titre, probablement. Sur les valeurs, c'est difficile parce qu'il y a des divergences très importantes entre celles qui sont au plus haut, celles qui sont en bas. Par exemple... Esker qui est tout en bas, ce qui a été très très cher payé. Maintenant ils n'en veulent plus, mais les chiffres sont sortis avant-hier. C'était pas terrible, comme par hasard, 2 jours avant ils l'ont massacré. Les chiffres sont sortis à 19h. Dans la journée, il a été massacré. La veille, massacré. On tire la conclusion qu'on veut. C'est le flair, ouais. Et non, mais c'est vrai. Et Téléperformance qui est massacré. Bon. C'est difficile. Nous, les stratégies. Moi, ce que je propose à nos abonnés, en tout cas, c'est de faire des stratégies d'arbitrage. Vraiment, je pense qu'il faut arbitrer. Il y a plein de choses à faire là-dessus, mais jouer du directionnel, même sur des valeurs, même sur des secteurs, il n'y a rien d'évident pour vous là. Parce que tout le monde est fatigué de se réveiller un matin, tout d'un coup, combien elle vaut la super valeur Téléperformance? Oh, je sais pas, elle perd 30%. Là, elle est suspendue. Bon, c'est bon, parce que là, je cite Téléperformance, mais il y en a eu des tonnes, tu sais bien. Donc, ça n'arrive pas tous les matins au sein du CAC, quand même. Non, quand même. Il y en a un paquet qui... Dans les mid et small, je veux bien croire, mais au sein des grandes valeurs, ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus. Il y en a eu énormément. Il était bien placé pour le savoir. Par exemple, avec Eramet et puis Morel et Prom, là, qui se sont pris... C'est pas ce que j'appelle le groupe A. Enfin, je sais pas ce que vous définissez par groupe A. C'est des valeurs qui... j'appelle pas Morel et Prom une valeur de groupe A. Je sais pas ce que ça veut dire. Groupe A pour vous, Eramet, par exemple, c'est une belle valeur.
Il y a quand même de l'intérêt dessus. À l'été, vous arrivez le matin et elle perd 20 et quelques pourcents. Et après, derrière, elle a récupéré le tiers, Oui, il y etc. a un coup d'État au Gabon. D'accord, Ah, ouais. mais- Enfin, valeur faut le matière prévoir, première, mais risque c'est géopolitique, Ouais, non, mais Total oui, perd enfin, 80%, c'est pas... Non, mais c'est fatigant. Ah oui, non, c'est non, pas c'est- LVMH, Je quoi. pense que ça, Quand même. c'est très difficile ça parce attire pas qu'effectivement, les gens à prendre ça, des risques. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit arbitrer. Ça peut être LVMH contre Kering, ça peut être le CAC 40 aujourd'hui, enfin, l'Eurostock 50 contre, par exemple, le SP500, pourquoi pas, pensant que l'intelligence artificielle a dopé Oui. le marché américain. A déjà bien vécu Maintenant, cette ça a année, été quoi. intégré Ouais, dans ouais. le prix et qu'il faut arbitrer. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire en évitant le risque directionnel. Et il faut qu'on parle des matières premières. C'est bien, Morel et Prom, Valourec, Total Energy, Eni, etc. Et puis surtout les cours des matières premières. Ça a été aussi là un des mouvements de l'été pour le coup. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de mouvements sur les marchés actions, mais sur le marché des matières premières, ça bouge. Philippe. La plus importante en termes de surface pour investir et faire des contrats à terme, évidemment, c'est le pétrole. Donc là, un été resplendissant, on peut le dire, avec une espèce de canicule tardive sur le Brent En plusieurs épisodes, oui, c'est ça. et sur le WTI. Bon, voilà, on est au-delà de 90 sur le WTI, au-delà de 94 sur le Brent. Ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde pour l'instant. J'ai l'impression, voilà. Alors l'AIE, On en parle. l'AIE, le PEP nous disent actuellement, là, à photographie instantanée, on est à 3 millions de barils de déficit. On a besoin de 3 millions de plus que ce qui sort du sol. Alors, les Américains, eux, ils ont littéralement siphonné leur stock stratégique. On est passé de 92 jours de réserve en mai 2020 à 46, donc exactement pouf, la moitié. Et on est au plus bas de 40 ans sur les réserves américaines. Et ils ne peuvent toujours pas remettre de pétrole dedans parce qu'ils voulaient racheter à 80, 70. 70. Et on est à 90. Donc pour l'instant, ça coince un peu. Et s'il commence à manquer vraiment du pétrole, 3 millions par jour, et il va falloir qu'ils aillent encore taper dans leurs réserves. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. À un moment, ça va finir par poser un problème. Voilà. Quant aux matières premières au sens Alors voilà, est-ce que c'est juste le pétrole ou est-ce que c'est aussi l'ensemble du compartiment matières premières qui repart? On a toujours les agendas 2030, la décarbonation, plus de véhicules thermiques en 2035. Donc on y va, quoi. Donc voilà, la Gigafactory là, de Dunkerque, je ne sais plus quel est le nom de la... Vercors, C'est la Vercors, société. Voilà. Société iséroise. Voilà, qui lève 700 millions environ auprès d'investisseurs, mais qui en fait est subventionné à hauteur de 1,3 milliard. Oui, Pour dire quand même que... ça n'a pas été caché, Philippe. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire une subvention? C'est de l'argent qu'on sort on l'imprime cet argent, il faut dire les choses, il faut être franc. Cet argent, ces subventions, c'est de l'argent juste imprimé. Voilà, donc c'est une subvention. Donc, d'abord, c'est pas rentable sur le coup, ça c'est sûr, ça ne le sera probablement pas avant 7 ou 8 ans. Et puis ça coûte cher, il faut faire venir des matières premières. Et on n'a pas ouvert tant de mines que ça, de lithium, de cobalt, de graphite. Non, mais le cours de ces matières-là et de ces métaux-là est resté quand même assez déprimé jusqu'à cet été quand même. Oui. Lithium, cuivre, nickel, c'était plutôt... J'ai bien regardé le nickel. Donc très très flat, quoi, voire en baisse. Voire en nette baisse. Il y avait clairement des anticipations de baisse de la demande, ou en tout cas l'Allemagne ça va pas fort, et la Chine ça va pas très fort non plus. Voilà. Maintenant la demande elle va continuer d'augmenter puisque c'est politique. C'est pas un phénomène naturel ou c'est pas parce que les gens, d'un seul coup, ils veulent davantage se climatiser parce que ça c'est une tendance longue. Et là, les gens veulent bien se climatiser. Là, c'est des décisions politiques. Vous roulerez en véhicule électrique. Oui, d'accord. Donc, voilà, c'est le cadre. On a le cadre en tête à peu près. Voilà. Et en 2020, vous roulez en véhicule électrique et vous rechargez le soir et vous avez le kilowatt qui vous le payez 15 centimes. Là, vous le payez 23 maintenant. Vous allez le payer 25 probablement
à la fin de l'année. Alors, on nous a fait le coup du ballon d'essai. Hein. On va monter les prix entre 10 et 20%. Monsieur le maire arrive en disant non, vous n'aurez pas 19 coups de fouet, il n'y en aura que 9. Hein. Grosso modo, c'est ça qui nous attend. Non, mais pousser les gens vers l'électrique et ensuite augmenter le prix du courant de 50%, elle est belle. Donc, du coup, le pétrole. Alors, non, j'en termine les matières premières parce que tout se tient. Non, mais tout se tient, vous allez voir. Pourquoi ? C'est que, étant donné que les gens, ils n'ont plus de sous, hein, parce qu'on ne peut pas à la fois payer son électricité et s'acheter une voiture électrique à 35 000, 38 000, c'est les premiers prix si on veut avoir un peu d'autonomie. Les gens ne peuvent pas. Donc, ils vont soit acheter une voiture faite en Chine, comme par exemple les Dacia. Oui. Mais même en Chine, en ce moment, ça coince. C'est-à-dire qu'il y a plein de véhicules électriques sur les parkings qui ne sont pas vendus. Et j'ai vu qu'ils étaient devenus quand même le premier exportateur mondial de véhicules automobiles. Mais ils sont la Chine. En 2 ans, ils exportaient 0 il y a 2 ans, ils en exportent plus que Toyota aujourd'hui. Je vais vous faire rire, mais le deuxième exportateur, ça sera bientôt le Mexique aussi, parce que c'est proche des États-Unis. Sûr. Voilà. Donc, premier partenaire commercial des États-Unis aujourd'hui, le Mexique, devant la Chine. Il y a plein de véhicules en ce moment sur les parkings en Chine, et ça se sait. Donc c'est pourquoi, à mon avis, les matières premières ont commencé à baisser, parce qu'on s'est dit... là, il y a du stock à écouler. Il y a un engorgement. Il y a un engorgement. Et là, ça remonte, ça va remonter. Là, on a derrière la volonté politique de faire rouler les gens à l'électrique, même avec un kilowatt qui va leur coûter, je ne sais pas combien, 30 centimes mi-2024. Enfin, ça devient une folie totale. Mais c'est pas grave, c'est politique. Donc, mais j'ai compris, Philippe. Donc, cette nouvelle-là, elle est pas nouvelle pour le marché et pour les investisseurs. Je suis d'accord avec vous, mais il y aurait pu avoir le cadre, on l'a pas décidé là, le 14 septembre. Mais on aurait pu revenir sur nos pas en disant non, mais là, c'est de la connerie. Arrêter le thermique à d'ici 2035. Les Chinois vont pas le faire, la plupart des pays vont pas le faire, on est 7 ou 8 pays à le faire. On aurait pu effectivement revenir là-dessus. Non, on va y aller. Pétrole, matières premières, il faut être positif sur pétrole et matières premières quand on est investisseur. Tant que la volonté politique est là, on y va. D'accord. Voilà, c'est tout. Oui. Romain, c'est juste le pétrole ou c'est... C'était juste le pétrole et ça commence à frémir ailleurs. D'accord. Il me semble. C'était effectivement beaucoup le pétrole. Nous, on avait choisi de travailler sous forme de panier, le CRB, un panier de matières premières, 19 matières premières, qui est assez pondéré en pétrole et gaz, 30-40%. Et puis des métaux précieux aussi. Ça bougeait pas beaucoup de ce côté-là. Ça réagit un petit peu depuis quelques heures sur des niveaux techniques sur l'argent. J'y reviens souvent, mais 22,20, c'est un support. Et Brent, oui, c'est sorti d'un canal baissier de 2 ans au mois de juillet, fin juillet. Donc, c'est un signal graphique évidemment fort. C'est sorti avec du volume. Ça a formé ce qu'on appelle un throwback, c'est-à-dire qu'on est allé se réappuyer sur la borne haute du canal. Et on est reparti à la hausse. Et depuis la même période, depuis fin juillet, la position ouverte, la position nette spéculative, augmente et elle baissait depuis 2 ans et même plus, 2 ans et demi. Donc il s'est passé quelque chose réellement. Au-delà de la montée des prix, il y a techniquement quelque chose qui s'est passé. Il y a du volume et de l'intérêt spéculatif. On n'avait pas vu ça et ça c'est même pour toucher un pic puisque l'intérêt spéculatif est reparti et il a touché un pic, il a retrouvé des niveaux de juillet 2022. Donc en une semaine, l'intérêt spéculatif déclaré a fait un bond sur le pétrole. Il a bougé un petit peu aussi du côté des précieux, mais c'est pas encore très marqué. Donc oui, il se passe quelque chose clairement sur le pétrole. La cible sur le Brent, c'est 95,50. Donc on est au-delà de 87,50. Et l'extension, pourquoi pas 101. Est-ce que ça se retrouve dans les secteurs boursiers, Romain ? Oui. Et est-ce que ça rend ces secteurs autour du pétrole, des ressources de base, des matières premières ? Est-ce que ça redonne de la force à ces secteurs en bourse ? Oui, clairement. Total est au plus haut historique. Elle continue à surperformer dans un marché qui était à l'arrêt. Donc c'était important. Elle fait partie de ces quelques valeurs qui surperforment. Il y a aussi la finance, une parenthèse, valeurs qui surperforment. Et les assurances. AXA déborde des plus hauts historiques. Elle ouvre la voie à un petit potentiel haussier. Et ça se voit, oui, sur les paniers de valeurs matières premières. Donc on prenne le oil and gas. Il est en train de réactiver une dynamique haussière. Clairement, il réintègre un canal haussier duquel il était sorti depuis 1 an et demi. Et pour ce qui est aussi et c'est là où ça frémit, des ressources de base, on voyait des structures se mettre en place et un panier de valeurs sur les ressources de base indique et forme un gap haussier aujourd'hui comme d'autres, mais il sort d'un canal baissier à son tour. Et ça, je pense que c'est effectivement les minières, Rio Tinto, Glencore, etc., un secteur à ça, c'est peut-être des tendances qui nous accompagnent là pour quelques semaines, quelques mois d'ici la fin de l'année. Très probablement. Je dis que c'était la meilleure journée pour les minières, les groupes miniers anglo-saxons, effectivement, Anglo-American, Rio Tinto, BHP,
Le jour où la Banque centrale chinoise a baissé son ratio de réserve obligatoire pour les banques de 25 points de base. Et les hausses se sont étagées entre 4,6 et 8,5 pour anglo-américaine. C'était la meilleure journée. Peut-être d'ailleurs la décision la plus importante de la semaine. C'est peut-être pas les 25 BP de la BCE, c'est la baisse de 25 BP, la deuxième pour cette année 2023 des ratios de réserve obligatoire en Chine. Pétrole, vous voulez dire un truc technique, c'est haussier. Alors moi j'ai un target à 98,5. Brent. Puis entre les deux. On est sur le plan technique, sur le plan fondamental, il y a eu un contre-pied lors de l'annonce des coupes de production de l'OPEP. Ouais. Ça a créé un catalyseur derrière de hausse. On a franchi en effet des niveaux. Maintenant, la hausse, pour investir dans ce mouvement, c'est pas facile parce qu'on peut en effet se poser des questions sur la fragilité de la demande. Étant donné les perspectives économiques aux États-Unis. On sait qu'à partir d'un certain niveau, ça peut détruire de la demande. Donc l'équilibre pour les Saoudiens en termes de prix, il est fragile aussi. Sur une hausse qui tient à pas grand-chose. On prend. Euro-dollar, 9 semaines de baisse consécutives pour l'euro contre le dollar. Donc on parle des performances hebdomadaires, du jamais vu depuis la création de l'euro. Alors on est quand même au-dessus largement des niveaux qu'on avait connus il y a un an, puisqu'on était sous la parité. Donc on reste quand même moins sous pression de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'on a quand même abandonné plus de 5% là, en ligne droite au cours de l'été. Oui, on était rentré dans une zone neutre sous un 0,770. J'avais proposé, même un peu avant, partant d'un 12. Et là, pour moi, la rupture qu'il faut éviter, et d'ailleurs, on l'a évité, parce que j'avais mis un stop à 1,0627 exactement sur le cash. Donc sous 40, en gros, je prends 13 pips. Et voilà, on ne l'a pas fait. En séance, on a même pas atteint les 40, on a fait 45. Dans la nuit, on va dire, le soir et la nuit, on a fait 35, mais on n'a pas fait 27. Et du coup, là, on est reparti avec l'idée que peut-être que les taux vont remonter la prochaine fois, lors de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Voilà. Donc pour l'instant, on a préservé, on a défendu la zone à défendre. C'est important de surveiller ce niveau. Après, sur le plan technique, c'est vrai que ça reste fragile. Et sur le plan fondamental, c'est vrai que c'est corrélé à la dynamique ou pas qu'on va avoir de l'économie américaine. C'est toujours pareil. Il n'y a pas vraiment de changement majeur par rapport à l'évolution précédente où on était vraiment très corrélé aux évolutions des taux souverains et ça continue, on va dire. Mais je pense que la problématique, Christine Lagarde qui dit je monte les taux une 10e fois et il faut combattre l'inflation. On combat pas une inflation qui provient d'une hausse du pétrole qui est une décision politique. On ne combat pas une inflation qui vient d'entreprises qui montent leurs marges pour profiter de puisque tout le monde on monte nos marges. C'est pas ça je pense le débat. Si la BCE monte ses taux, peut-être pour défendre un petit peu l'euro parce qu'il est quand même très faible depuis hier 8 ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais plus fondamentalement, il faut offrir du rendement à ceux qui refinancent l'Europe, parce que les États-Unis, ils n'ont même pas fini de monter les taux. Et je pense que c'est ça vraiment le point principal et sur lequel personne ne semble vraiment s'être penché. C'est que là, on est en concurrence aujourd'hui avec les États-Unis pour refinancer les déficits les plus importants de l'histoire, de part et d'autre de l'Atlantique. Non, on va reparler du shutdown après. Donc il va falloir qu'ils s'occupent de financer... ils sont à plus 600 milliards de déficit par rapport à 2022, qui était déjà une année record. En Europe, ça y est, c'est le retour des grands emprunts nationaux. C'est parti. Belgique, Portugal, Italie. Ils ont déjà levé 60 milliards, plus de 60 milliards, j'ai vu le chiffre sur ces trois pays, plus de 60 milliards qui a été levé en direct auprès des épargnants particuliers. L'Italie aujourd'hui, c'est le seul marché qui baisse. Pourquoi ? Ils ont annoncé qu'ils voulaient peut-être prendre leur distance avec la Chine, la route de la soie, tout ça. Il va falloir surveiller le spread Italie et Allemagne. Canal haussier sur Romain, le dollar depuis le mois de mars. Porno touché au mois de juillet, signe de faiblesse à ce moment-là, et rupture de ce canal haussier fin août, début septembre, comme pas mal d'éléments, et accélération baissière. Sous un 0,720, le signal baissier est renforcé. On est entre deux niveaux majeurs, un 0,720 et un 0,535. La cible donnée par la rupture du canal, c'est un 0,280. Mais on arrive à des niveaux vraiment charnières. C'est toute une oblique autour de laquelle l'euro évolue depuis maintenant août 2020 et qu'il essaye de déborder régulièrement et qu'il ne parvient pas à le faire. Donc il y a
si graphiquement ça se confirme, mais je mets toujours des bémols avec l'euro-dollar qui est compliqué, on doit continuer à baisser sur l'euro. Ouais. Bon, pour résumer, donc, au terme de cette échéance, la logique de range qu'on connaît reste en place. Il n'y a pas de changement évident ou en tout cas significatif, massif. Non, on va entamer une nouvelle échéance importante. Ouais. Ça joue toujours. On va voir si on arrive à reconstruire de l'intérêt. Si ce qu'on a vu depuis 2 jours est un peu solide ou non. Donc un rebond un peu plus élevé que les précédents, c'est ça ? 4 milliards hier, effectivement, un peu plus élevé. On n'a pas réussi à aller chercher la borne haute du trading range aujourd'hui. On a même un reflux qui est assez marqué en fin de séance. Fin de séance, dans une journée où on a échangé finalement aujourd'hui 8,6 milliards, mais il y a le côté échéance technique. Donc il va être intéressant de distinguer les intérêts là-dessus et de voir, on n'a pas de figure de retournement haussière. Et si, quand on n'arrive pas à bien lire dans les indices, on va regarder les valeurs individuellement. Et je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de signaux clairs et forts de rebond sur la plupart des valeurs de l'indice CAC 40. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous laissent à penser qu'on va sortir de ce range-là. Un petit pic baissier permettrait de redynamiser tout ça. Oui, il faudrait qu'il y ait une petite accélération de la peur, quoi, quelque part. C'est ce que vous dites. Des points d'entrée qui rendent la dynamique intéressante. Le VIX, c'est ça, c'est la boussole des marchés, c'est le VIX. 15,40 niveau d'alerte sur le VIX. Et 18,80. Là, on change d'histoire. Là, c'est plus pareil. Et donc, Jean-Louis, parce qu'il reste 15 jours avant le mois d'octobre. Là. Vous dites, c'est même pas évident que la fragilisation qu'on pouvait imaginer, qui autour du mois d'octobre, c'est même pas évident qu'on arrive à ce schéma-là. Quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'on va changer d'orientation de marché, c'est-à-dire pas d'orientation, un range, des réactions toujours très violentes à des statistiques, à des chiffres économiques, à des... voilà, ce sont des marchés qui, en fait, ne peuvent pas se projeter quand même à trop long terme. Donc c'est vrai qu'ils réagissent à court terme, mais ça fait un petit bout de temps que ça dure, ça n'empêche pas de payer. Les perspectives de l'Europe semblent plutôt pas mal. Moi, je vous dis, l'idée, je pense, qui va émerger ces prochains jours, c'est on va peut-être alléger les positions aux États-Unis, alors qu'on a entendu la longtemps, et revenir un peu sur l'Europe. Voilà, on va voir. Pour bien terminer l'année, quoi. Ça peut être un bon parachute pour le marché européen. Merci messieurs. On se retrouve dans un mois pour la prochaine échéance, l'échéance du mois d'octobre. Les 3 sorciers de Smart Bourse avec nous chaque 3e vendredi du mois. Romain Daubry, Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, les Éconoclastes et la Bourse au quotidien. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque 3e vendredi du mois. Ce sont les retrouvailles d'ailleurs de rentrée avec les équipes du Café de la Bourse. C'est Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse, qui est à mes côtés pour ce quart d'heure pédagogique dans Smart Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Redites-nous un petit mot. Café de la Bourse qui se décline. Alors il y a Café du trading, Café du patrimoine, c'est ça hein? Tout à fait. On a tout le spectre. Tout le spectre pour accompagner l'investisseur particulier selon son horizon de placement et le risque qu'il est prêt à prendre. Donc du coup, trading, c'est les investisseurs court terme, très actifs, qui prennent du risque. Café de la Bourse, c'est l'entre-deux, la gestion de portefeuille boursier, les actions. Et Café du patrimoine, ça va être les investisseurs moyen long terme avec une approche patrimoniale sur des produits type assurance vie, SCPI, problématiques de gestion de patrimoine, etc. Donc ça permet vraiment de couvrir tous les besoins en fonction des objectifs des investisseurs. Puis, on peut être un peu les 3 à la fois. C'est aussi l'idée, Louis, c'est ça. Hein. C'est pour ça que c'est regroupé, parce qu'on va avoir des besoins différents. C'est pas interdit. Voilà, on va avoir des poches. Au contraire, il faut. Le trader peut regarder à long terme, et l'investisseur de très long terme peut aussi se prendre d'intérêt et de passion pour des opérations un peu plus courtes. Pour un actif plus spéculatif, tout à fait, ouais. La question d'ailleurs est très ouverte, c'est une très bonne question de rentrée, c'est un classique, j'allais dire, dans la pédagogie boursière. Comment investir 10 000 € en bourse ? Oui, ça c'est une question que beaucoup d'investisseurs se posent. Lorsqu'on arrive à avoir réussi à mettre de côté 10 000 €, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, non mais très bon point. C'est 10 000 € qu'on a réussi à mettre de côté et dont on n'a pas besoin. C'est pas de l'argent qu'on va emprunter à son banquier pour tout commencer. On est d'accord. Ou quelque chose ou un montant qu'on a besoin tous les mois pour financer son train de vie. Oui, c'est vraiment de l'argent qui peut être mobilisé et qui permet d'investir à moyen long terme sans avoir à se préoccuper justement des imprévus de la vie. Et ça, justement, c'est une épargne de précaution. Ça, il faut l'avoir à part. Évidemment, ça rentre pas dans ce spectre-là. L'épargne de précaution, c'est si jamais il y a un problème avec sa voiture, avec sa chaudière,
ferroviaire ou autre, un petit accident, à ce moment-là, il faut avoir de l'argent dans lequel on peut piocher tout de suite, de manière liquide et sans risque. Bon, comme on débute, une fois qu'on a ces 10 000 euros, qu'on a cette réserve d'épargne liquide, disponible et dont on n'a pas forcément besoin pour les prochaines années, comment ça se passe concrètement ? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est ouvrir un PEA, donc un plan d'épargne en action, pour prendre date. Il faut savoir que le PEA, ça propose des avantages en matière de fiscalité en fonction de la date d'ouverture. Donc, c'est important de prendre date, d'ouvrir ce PEA-là pour justement investir à l'abri de la fiscalité. Et lorsque, au bout de 5 ans d'existence du PEA, on souhaite sortir un certain montant, à ce moment-là, on va pouvoir ne pas payer d'impôt sur le revenu. Il y aura toujours les prélèvements sociaux, mais c'est quand même un avantage non négligeable. Donc par rapport à ça... Et ça, on peut même le faire, même si on n'a pas tout de suite les 10 000 euros, on peut, comme vous dites, prendre date. C'est ça. C'est important, Oui. Même si on met, je sais pas, 500 euros, oui, 1000 euros, 1000 euros, tout à fait. prendre date en ouvrant son PEA. Alors, une fois qu'on l'a ouvert, à ce moment-là, on va commencer à pouvoir investir avec une stratégie de stock picking, donc de sélection d'actifs, enfin d'actions. Et par rapport à ça, il faut vraiment prendre en compte son profil investisseur et du coup avoir une stratégie claire qui correspond à ses besoins. Je peux prendre un exemple. Si on a besoin de revenus récurrents, à ce moment-là, enfin si on souhaite avoir une performance qui génère du revenu, on peut aller regarder des entreprises bien établies qui versent des dividendes. C'est une stratégie de dividendes. Pour les personnes qui ont un horizon plus long et qui ne souhaitent pas générer de revenus réguliers, elles peuvent utiliser une stratégie de croissance, growth, pour aller identifier des valeurs qui seront les valeurs de demain, qui ont une forte croissance du chiffre d'affaires, mais qui ne réalisent pas de bénéfices, donc ne versent pas de dividendes. Donc ça, c'est une autre approche. Il y a vraiment de nombreux critères possibles. Au Café de la Bourse, par exemple, on a fait quelque chose d'intéressant. On a pris des grosses capitalisations, donc des blue chips, et on a identifié des valeurs plutôt stables en regardant leur drawdown, c'est-à-dire la volatilité, la perte maximale pour un investisseur qui rentre au pire moment, et regarder aussi une rentabilité globale sur le moyen long terme, c'est-à-dire dividendes plus hausse de cours. Et comme ça, on peut identifier des valeurs solides type Air Liquide, Sanofi, enfin des bonnes valeurs de fonds de portefeuille. Je pense qu'il faut commencer par là au sein de son PEA. Mais comme vous dites, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif qu'on se fixe, c'est-à-dire que c'est vraiment une logique c'est une logique d'investissement, c'est une logique patrimoniale, mais il faut avoir un objectif. Et en fonction de l'objectif de vie, entre guillemets, que vous vous fixez par rapport à cet investissement boursier, vous allez avoir différentes manières de faire, différentes catégories d'actions dans lesquelles investir. Mais bon, tout ça, c'est une autre chronique, entre guillemets. Une fois qu'on s'est lancé dans l'achat de titres en direct, puisque c'est comme ça qu'on peut fonctionner, notamment à travers le PEA. À quoi est-ce qu'il faut faire attention, justement, dans la stratégie qu'on élabore ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points, mais le plus important, je pense que c'est la diversification. On avait fait une chronique ensemble sur ce sujet-là. La diversification, il faut qu'elle soit numéraire, géographique, sectorielle, surtout avec 10 000 euros. Parce qu'avec 10 000 euros, il y a quand même des actions. Si on prend Hermès, une action Hermès, ça vaut 2 000 euros à peu près, un peu moins, mais plus ou moins. Donc, du coup, pour bien diversifier, il faut aussi peut-être utiliser d'autres produits financiers. Je pense aux ETF. Donc les ETF qui vont nous permettre, avec un montant moins d'une centaine d'euros, de quelques milliers d'euros, avec un ETF, d'être investi sur un indice. Ça peut être un indice CAC 40 ou un indice Nasdaq. D'ailleurs, ça permet de contourner un autre problème du PEA. C'est-à-dire qu'avec le PEA, on est limité aux valeurs de l'Union européenne, principalement. Et donc, du coup, avec des ETF, avec la réplication synthétique, on peut aller prendre un ETF Nasdaq et du coup diversifier de manière géographique aussi. Ouvrir son univers d'investissement. Ça, c'est un truc qu'on me rappelle souvent. Il y a un seul truc gratuit dans la finance, c'est la diversification. C'est le seul truc qu'on ne vous fera pas payer dans l'industrie de la finance, la capacité à vous diversifier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on a 10 000 euros à investir Alors, une autre possibilité, c'est ouvrir une assurance vie. Et même chose que le PEA, avantage fiscal, si on prend date et si on fonction de la date d'ouverture. Donc pareil, même remarque, même si on a moins de 10 000 euros, ça peut être intéressant d'ouvrir une assurance vie avec 500 euros ou 1 000 euros pour prendre date. Et après, du coup, on a des avantages là au bout de 8 ans dans ce cas-là. Puis après, il y a des abattements, il y a des avantages en matière de transmission. Enfin voilà, on va pas... Non, ça a un intérêt, ça a plusieurs intérêts, effectivement. Voilà, exactement. Et une fois qu'on a l'assurance vie, là, on va aussi pouvoir
investir en bourse, mais de manière intermédiaire généralement, parce que c'est plus intéressant de prendre des unités de compte sur des fonds, sur des OPCVM au sein de l'assurance vie, parce que c'est là où il y a le plus de choix. Et je pense à quelque chose qui peut être complémentaire à ce que je viens de dire sur le PEA, c'est par exemple aller identifier des fonds gérés des fonds thématiques qui sont gérés par des géants qui ont des convictions fortes sur des thématiques d'avenir, des méga-trends, sur l'ISR, sur l'intelligence artificielle. Là, ça peut être intéressant aussi du coup de continuer à diversifier et de confier la sélection, le stock picking à des gérants professionnels. En sachant qu'avec l'assurance vie, c'est aussi beaucoup plus simple d'avoir de la gestion pilotée sous mandat, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne même pas nous-mêmes les fonds, on donne les clés du camion à une société de gestion qui va sélectionner les fonds, les SICAV pour nous. Si on le fait soi-même, attention, parce que dans les fonds, on parlait de la diversification tout à l'heure, si vous empilez plusieurs fonds les uns à côté des autres, il faut quand même regarder un peu ce qu'il y a dedans pour vérifier qu'on reste quand même bien diversifié en matière d'investissement et qu'on ne se retrouve pas avec les 40 mêmes valeurs dans les 4 fonds. Ça peut arriver. Je veux dire, il y a beaucoup de fonds, beaucoup de valeurs qu'on retrouve dans plein de stratégies, dans plein de thématiques, etc. Donc il faut quand même être attentif à ça. Donc il faut vraiment aller regarder, surtout que les fonds vont avoir une stratégie, vont avoir un cadre, mais parfois ça déborde aussi un petit peu. Donc il faut vraiment aller regarder sous le capot les lignes exactes qui sont détenues par les géants. Qu'est-ce qu'on fait si on a beaucoup plus que 10 000 euros à investir? D'ailleurs, 10 000 euros, c'est un bon chiffre parce qu'effectivement, ça oblige quand même à être rigoureux dans sa gestion et 10 000 euros, on n'a pas envie de flamber 10 000 euros comme ça sur le marché. Si on a beaucoup plus que 10 000 euros, comment on peut organiser les choses? Là, il y a encore plus de possibilités. Parce que là, ce que j'ai évoqué, c'est vraiment... On commence à pouvoir faire des choses avec 10 000 euros en bourse, mais il faut rester quand même dans certains cadres pour démarrer. Mais effectivement, si on a un montant plus important, là, on peut continuer à diversifier et aller, par exemple, regarder du côté des small et mid cap, des petites et moyennes capitalisations qui vont être plus risquées, mais à long terme qui sont censées générer une performance plus élevée. On peut aussi regarder du côté du non-coté, donc ça va être des actions, le private equity. Là, il y a de plus en plus de possibilités pour l'investisseur particulier. Donc ça, c'est une autre axe qu'on peut élaborer. On peut en mettre dans l'assurance vie aujourd'hui, du private equity. Tout à fait, totalement. Et ça peut être aussi dans le cadre d'un PEA, PME également. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités. Et du coup, avoir cette approche, ce qu'on disait là, globale. Donc regarder d'autres classes d'actifs, ne pas se cantonner évidemment aux actions. On a évoqué l'assurance vie. L'assurance vie, ça permet de se positionner sur les fonds euros qui sont majoritairement investis en obligations. Là, ça revient fort avec la hausse des taux. Donc ça devient intéressant de regarder les nouveaux fonds euros contrats. aussi, les nouveaux contrats. Et pour les personnes qui veulent encore plus diversifier et aller identifier des actifs plus risqués, évidemment, on peut regarder des cryptos, on peut regarder les matières premières comme l'or ou le pétrole. Enfin voilà, là, il y a beaucoup plus de choses possibles qu'on peut faire via un compte titre, par exemple. Bien sûr. Oui, ça donne une allocation, une surface d'allocation d'actifs beaucoup plus importante de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Louis. Merci pour cette chronique de rentrée. On vous retrouve une fois par mois dans Smart Bourse, le 3e vendredi du mois, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45 si vous nous suivez en direct, mais à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui était avec nous en plateau pour clore cette semaine.